Beaucoup de personnes croient qu'elles ne trouveront la paix que lorsque tout autour d'elles sera plongé dans un silence absolu. Pourtant, la vérité est tout autre. Tu peux être en vacances, avoir de l'argent sur ton compte, ne subir aucune pression de la part de qui que ce soit, et malgré tout ressentir que ton esprit est en train de s'effondrer intérieurement. Car la véritable tranquillité ne dépend pas des circonstances extérieures, elle dépend de la structure intérieure que tu as construite pour leur faire face. Et cette structure ne s'écroule pas brusquement. Elle se fissure en silence, une gêne qui revient, une parole mal digérée, une tension qui grandit sans prévenir, jusqu'au moment où tu en prends conscience. Ce n'est pas le monde qui te fait sortir de ton centre, c'est ton esprit qui a cessé de se protéger. Mais il existe un chemin de retour. Il existe des attitudes qui protègent ta sérénité. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des habitudes stoïciennes, pratiques et profondes. Elles transforment ta manière de réagir, d'interpréter et de vivre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter 10 habitudes stoïciennes qui restaurent ta paix intérieure. La première commence par une décision. Réagis avec fermeté, comme quelqu'un qui a déjà compris que la véritable paix ne se mendie pas, elle se construit. Écris dans les commentaires, je choisis le calme. Je suis stoïcien. Car lorsque ta conscience s'éveille, même ce qui auparavant te perturbait devient trop insignifiant pour te déstabiliser. Avant de commencer, je te demande simplement 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. C'est ainsi que ce contenu pourra toucher davantage de personnes. Maintenant, commençons. Numéro 1, avant de réagir, respire. Imagine la scène. Tu es dans les embouteillages. L'horloge te met la pression. Ton téléphone vibre sans arrêt. Tout autour de toi semble conçu pour te faire perdre patience. Ton esprit s'est déjà emballé, cherchant à résoudre des problèmes qui n'ont même pas encore commencé. Puis, comme une épreuve envoyée par l'univers, une voiture te coupe la route brutalement. En plus, le conducteur klaxonne, comme si c'était toi le fautif. À cet instant, tout en toi réclame une réaction. La colère monte comme un feu sec, et l'impulsion est claire. Répondre de la même manière, prouver que tu n'acceptes pas le manque de respect. Mais c'est précisément là que se marque la différence entre celui qui vit à la merci du monde et celui qui a appris à se protéger de l'intérieur. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. La scène est neutre. Ce qui change, c'est le regard à travers lequel tu l'aperçois. Tu peux interpréter cela comme une attaque personnelle et réagir comme si tu étais un champ de bataille ambulant. Ou tu peux faire ce que peu de personnes osent faire, t'arrêter. Respirer avant de réagir n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de résistance silencieuse. C'est comme si, en inspirant profondément, tu levais un bouclier invisible entre toi et le chaos. Comme si tu déclarais, c'est moi qui commande. Cette pause est une décision. Et les décisions changent les destins. Respirer modifie le rythme du cœur, adoucit le ton de la voix et peut transformer le cours d'une conversation. Respirer, ce n'est pas seulement absorber de l'oxygène, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle à l'état pur. Dans ces quelques secondes où tu respires, tu gagnes du temps. Et le temps, c'est du pouvoir. Le temps de réfléchir, de relativiser, de choisir. C'est dans cet intervalle que réside la liberté de ne pas devenir semblable à celui qui t'a blessé. La prochaine fois que tu sentiras ton sang bouillir, fais un pacte avec toi-même. Avant toute parole, tout geste ou toute décision, inspire, retiens, puis expire. Laisse l'air circuler là où la colère voudrait s'installer. Car la maturité émotionnelle commence précisément à cet endroit, dans cet espace invisible entre le stimulus et la réponse. Entraîne-toi à cela. Fais de la respiration ton premier bouclier. Car celui qui respire avant de réagir vit ensuite avec moins de regrets. Numéro 2, observe, mais n'absorbe pas. T'est-il déjà arrivé de repenser sans cesse à une phrase que quelqu'un t'a dite quelques heures plus tôt? Ce n'était pas une attaque directe, peut-être même pas intentionnelle. Pourtant, il y avait quelque chose dans le ton, dans ce qui n'a pas été dit, qui est resté accroché en toi. La conversation était terminée, mais ce mot continuait de résonner comme un écho agaçant dans ton esprit. Tu as essayé de poursuivre ta journée normalement, mais ta pensée revenait encore et encore à ce moment, imaginant ce que tu aurais dû répondre. Comment aurais-tu pu te défendre? Ou simplement comprendre pourquoi cela t'a fait si mal? Sans t'en rendre compte, tu as permis à un commentaire extérieur de devenir un bruit intérieur. C'est ce qui arrive lorsque nous cessons d'observer et que nous commençons à absorber. Lorsque nous ne traitons pas une provocation pour ce qu'elle est réellement, quelque chose d'extérieur, et que nous la laissons s'installer en nous, comme si elle avait le droit de rester. Mais elle ne l'a pas. Elle ne l'a jamais eu. Épictète nous l'avait déjà rappelé, si quelqu'un tente de te blesser, c'est ton propre jugement qui crée la blessure. Ce ne sont pas les paroles en elles-mêmes qui font mal, mais ce que tu crois à propos de ces paroles. L'offense n'entre pas toute seule, c'est toi qui lui ouvres la porte. Ton esprit devrait être comme une maison bien entretenue, propre, protégée, paisible à l'intérieur.
Tu ne laisserais pas entrer un inconnu avec des chaussures sales. Tu n'accepterais pas que quelqu'un crie au milieu de ton salon. Alors pourquoi permettre à des mots chargés de mépris, de sarcasme ou de jugement de circuler librement dans tes pensées? La maturité émotionnelle réside dans la capacité d'écouter sans se contaminer. De voir une attitude agressive et comprendre qu'elle révèle davantage la confusion de l'autre que ta propre valeur. De préserver ton centre intact, même lorsque tout semble vouloir t'en détourner. La prochaine fois que quelqu'un te lance une critique vide, une plaisanterie déplacée ou un commentaire insensible, imagine cela comme un objet jeté contre un mur. Il peut heurter, il peut faire du bruit, mais il ne pénètre que si le mur est fissuré. C'est pourquoi tu dois renforcer ta limite intérieure, afin de ne pas laisser ce qui vient de l'extérieur transformer ce que tu es à l'intérieur. Tu peux tout entendre et ne retenir que ce qui t'est utile. Tu peux observer sans porter le poids. Tu peux percevoir sans réagir. Et lorsque tu y parviendras, tu remarqueras que le silence de la non-réaction est souvent plus puissant que n'importe quelle réponse. Numéro 3, n'entre pas dans des conflits inutiles. Certaines disputes ne naissent pas de véritables divergences d'idées. Elles commencent parce qu'un ego s'est senti menacé. Parfois, il suffit d'un mot mal prononcé, d'un regard de travers ou même d'un silence mal interprété comme une offense. En quelques secondes, ce qui n'était qu'un malentendu se transforme en combat. Et lorsque tu t'en rends compte, tu es déjà au milieu d'une guerre dont tu ignores même l'origine. C'est ainsi que nous gaspillons notre énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Nous entrons dans des conflits qui ne nous enseignent rien, qui ne nous élèvent en rien et qui, au final, ne laissent qu'un sentiment de fatigue et de frustration. Car, dans le feu de l'instant, personne n'écoute réellement. Personne ne cherche à comprendre. Chacun veut seulement gagner. Mais gagner quoi? Comme le disait Marc Aurèle, évite les disputes futiles, car elles détournent l'âme de son chemin. Et il savait de quoi il parlait. Lorsque tu entres dans une dispute, même si tu as le dernier mot, tu perds quelque chose d'invisible. Tu perds du temps, tu perds la paix, tu perds la concentration. Et parfois, tu perds même le respect de toi-même. Il est facile de se laisser emporter, de répondre à la provocation, d'entrer dans le jeu et de vouloir absolument avoir raison. Mais cela montre simplement que tu es encore gouverné par tes impulsions. Ce qui est difficile, c'est de faire un pas en arrière. Regarder la situation. Respirer. Et te demander, si je gagne cette discussion, qu'est-ce que je gagne vraiment? La plupart du temps, la réponse est « rien ». Il n'y a aucun trophée au bout du conflit, seulement de l'usure. Alors, que peux-tu faire? Tu peux choisir le silence, non pas comme une fuite, mais comme une protection, non pas comme une faiblesse, mais comme une maîtrise. Refuser l'invitation au chaos est un acte de force intérieure. C'est te dire que ton temps, ton énergie et ta paix ne sont pas à vendre. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Ton évolution vaut plus que le fait d'avoir raison. Et certaines batailles se gagnent précisément lorsque tu refuses de les livrer. Tu n'es pas ici pour gagner des disputes. Tu es ici pour gagner en clarté, pour grandir et aller plus loin. La prochaine fois que quelqu'un tentera de t'entraîner dans un affrontement inutile, souviens-toi, choisir le silence n'est pas de la lâcheté. La véritable lâcheté, c'est te perdre toi-même pour nourrir ton orgueil. Numéro 4, change ta pensée, pas le problème. Parfois, ce qui te détruit n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que tu as pensé que cela signifiait. Tu as reçu une critique, entendu un commentaire froid, fait face à une attitude qui t'a pris par surprise. Et, l'instant suivant, ton esprit a construit toute une histoire. Non seulement à propos de ce qui s'est produit, mais aussi à propos de ta valeur, de ta capacité, de ta place dans le monde. Cette critique est devenue une sentence. Cette phrase s'est transformée en portrait. Et ce moment est devenu un reflet déformé de celui que tu crois être. Voilà comment fonctionne l'être humain lorsqu'il vit en pilote automatique. Il ne réagit pas aux faits, mais aux histoires qu'il construit à partir de ces faits. Sénèque mettait déjà en garde contre cela. Il disait que la souffrance n'est davantage des opinions que nous formons que des situations que nous vivons réellement. Et c'est là l'un des grands pièges de l'esprit, il invente, il exagère, il dramatise. Sans t'en rendre compte, tu finis par porter un poids qui ne vient pas du monde, mais de ton interprétation. Les stoïciens entraînaient exactement l'inverse. Ils ne cherchaient pas le réconfort dans des phrases motivantes, mais la clarté dans des questions difficiles. Lorsque quelque chose les frappait, ils ne demandaient pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?», mais plutôt « Comment puis-je grandir à partir de cela ? Est-ce que cela dit réellement quelque chose sur moi, ou davantage sur l'autre personne ? Qu'est-ce que je suis en train d'accepter comme vérité sans l'avoir examiné ? » C'est ce changement de question qui permet de réécrire la pensée. Tu n'effaces pas ce qui s'est produit, mais tu changes l'endroit en toi où cela va habiter. Et ce déplacement est libérateur. Tu cesses de te saboter avec des pensées automatiques et tu commences à agir avec discernement. Au lieu de renforcer la blessure, tu transformes l'impact. Au lieu de te laisser paralyser par la critique,
tu commences à la voir comme une opportunité de devenir plus fort intérieurement. Réécrire ta pensée ne signifie pas nier la douleur, mais lui retirer le pouvoir qu'elle exerce sur toi. C'est comme regarder une tempête et dire « Je ne contrôle pas la pluie, mais je sais où construire un abri ». Et cet abri se construit avec des décisions conscientes, de nouvelles manières d'interpréter, et l'habitude de ne pas accepter la première pensée comme une vérité absolue. Voici maintenant la pratique. Chaque fois que quelque chose t'affecte, écris ce qui s'est passé. Juste en dessous, rédige 3 versions alternatives du même fait, une version plus neutre, une version plus optimiste, une version plus stratégique. Observe comment ton esprit réagit face à cela. Entraîne-toi chaque jour, et tu réaliseras que l'esprit est malléable. Il se reconfigure avec le temps, à condition que tu sois prêt à devenir l'auteur de tes pensées, et non un simple spectateur. Car, au final, ce n'est pas le monde qui doit changer pour que tu trouves la paix. C'est le sens que tu donnes à ce que le monde te présente. Et ce sens a toujours été entre tes mains. Numéro 5, ne t'attends pas à ce que les autres agissent comme toi. L'une des causes les plus silencieuses de la frustration humaine est d'attendre des autres qu'ils aient le même cœur que toi, qu'ils pensent comme toi, qu'ils agissent comme toi, qu'ils rendent dans la même mesure ce que tu donnes. Tu t'engages avec intégrité. Tu offres ton soutien. Tu agis avec loyauté. Et, au fond de toi, même si tu ne l'admets pas, tu espères que cet engagement te sera rendu de la même manière. Pourtant, bien souvent, ce n'est pas le cas. Tu respectes, et tu reçois de l'irrespect. Tu es aimable, et tu reçois de la froideur. Tu es transparent, et tu reçois le silence. Alors commence le cycle amer. Ton esprit tente de comprendre, de justifier, de donner un sens à ce qui s'est passé. Mais la seule chose qui grandit, c'est le sentiment d'injustice. Suis-je le problème, te demandes-tu? Mais non, ce n'est pas toi. C'est l'attente que tu as créée, celle que l'autre agirait comme toi. Comme le disait Marc Aurèle, attends des hommes qu'ils agissent selon leur nature, et non selon ta volonté. Cela change tout. Tant que tu attendras que l'autre te traite avec la même conscience que celle que tu portes en toi, tu continueras à te blesser. Les gens n'agissent pas en fonction de ce que tu mérites, mais en fonction de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils portent en eux, leurs traumatismes, leurs limites, leurs peurs, leurs blessures invisibles à tes yeux. Accepter cette réalité ne signifie pas se résigner face aux autres. Cela signifie se libérer du besoin d'être compris par quelqu'un qui ne sait pas encore comprendre. Chacun donne ce qu'il peut, selon son niveau de lucidité. Exiger de la maturité là où elle n'existe pas encore, c'est comme attendre d'une graine qu'elle se comporte comme un arbre. Cela n'arrivera pas, et tu seras déçu chaque fois que tu l'espéreras. Alors, au lieu d'attendre une réciprocité parfaite, agis par conviction. Reste loyal. Reste juste. Reste clair. Non pas parce que quelqu'un le mérite, mais parce que cela te représente. Tu ne fais pas le bien pour contrôler l'autre. Tu fais le bien pour rester aligné avec toi-même. Cela est un acte de force intérieure, non de naïveté. Mais ne te méprends pas, il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi. Il s'agit de poser des limites. D'apprendre à ajuster ce que tu offres en fonction de ce que l'autre est émotionnellement capable de recevoir. Il s'agit de cesser de t'épuiser à vouloir changer quelqu'un qui ne veut pas encore changer. Surtout, il s'agit de protéger ton énergie contre la frustration qui naît d'une erreur fondamentale, vouloir des fruits mûrs d'un arbre qui n'a pas encore pris racine. Voici la pratique. Lorsque quelqu'un te déçoit, au lieu de t'épuiser ou de te blâmer, note ce que tu attendais. Puis, à côté, écris « C'était mon attente, pas une obligation de l'autre ». Cela aligne ta vision avec la réalité. Cela te rend le pouvoir de rester fidèle à toi-même sans te rendre malade intérieurement en cherchant à comprendre ce qui n'est pas entre tes mains. Car la véritable paix ne consiste pas à obtenir que les autres agissent comme tu le souhaiterais. Elle consiste à rester ferme, même lorsqu'ils ne le peuvent pas, et à demeurer entier, même lorsque personne ne le reconnaît. Numéro 6. Maîtrise ton corps pour pouvoir maîtriser ton esprit. La plupart des gens essaient d'apaiser leur esprit avec des arguments. Mais ils oublient que l'esprit écoute d'abord le corps. Lorsque la colère arrive, elle ne prévient pas. Elle s'insinue comme une chaleur qui monte le long du dos, une pression dans l'estomac, une tension dans la mâchoire. Le corps déclenche l'alarme avant même que la pensée ne se forme. Et si tu n'es pas attentif, tu es déjà en train de réagir lorsque tu prends conscience de ce qui se passe. Épictète enseignait que le premier pas vers la maîtrise de soi consiste à dominer ce que les autres peuvent voir. Le corps, l'expression, le ton de la voix. Ce n'est qu'ensuite que l'on peut dominer ce que personne ne voit, les pensées. Et cela a tout son sens. Le corps est le messager immédiat de l'émotion. Lorsque tu te crispes, que ta respiration s'accélère, que tes épaules se raidissent, tu envoies un message clair à ton cerveau, nous sommes en danger. Même lorsque ce n'est pas le cas. Et ce simple signal déforme tout, ta perception, ta manière de parler, tes décisions. C'est pourquoi tout stoïcien commençait par le corps. Avant de parler, respire.
Avant de réagir, relâche les épaules. Avant de prendre une décision, observe dans quel état tu te trouves. Car bien souvent, ce n'est pas la situation qui te met sous pression. C'est ton corps qui est déjà en mode défense, alors qu'il n'y a aucune menace réelle. Maîtriser ton corps ne signifie pas prétendre que tu es calme. Cela signifie construire, peu à peu, la physiologie de la sérénité. Lorsque tout te pousse à crier, tu abaisses le ton. Lorsque tout en toi veut t'attaquer, tu fais un pas en arrière. C'est là que tu inverses le jeu. Et il ne s'agit pas seulement d'autocontrôle, mais de leadership émotionnel. Si tu ne diriges pas ton propre corps, tu seras dirigé par tes instincts. Et dans cet état, tu réagiras toujours comme un otage, jamais comme quelqu'un qui choisit. Le véritable pouvoir appartient à celui qui observe sa propre réaction et décide d'agir malgré elle. À celui qui sent la chaleur de la colère monter, mais refuse l'invitation à exploser. Voici une pratique concrète. Choisis un moment de la journée où tu as l'habitude de t'irriter. Les embouteillages, un message resté sans réponse, une réunion tendue. Et avant d'agir, fais ceci. Respire lentement pendant 3 secondes, puis détends et bouge doucement ton cou. Cela paraît insignifiant, mais ce simple geste envoie un nouveau signal au cerveau, nous sommes en contrôle. Répété dans le temps, cet exercice entraîne ton esprit à réagir avec clarté, même au cœur du chaos. Car le corps est le premier à être affecté, et il peut aussi être le premier à te sauver. Celui qui apprend à écouter ces signaux gagne du temps. Et celui qui gagne du temps gagne du pouvoir, le pouvoir de ne plus être emporté par sa propre réaction. Si tu veux approfondir ton autocontrôle émotionnel, abonne-toi et active les notifications. Chaque vidéo peut devenir un pas de plus vers ton renforcement intérieur. Numéro 7, éloigne-toi de ce qui te déséquilibre. Il existe des lieux où l'âme apprend à se rétrécir. Tu y entres en souriant, mais peu à peu tu te retrouves silencieux. Non pas parce que tu manques de courage, mais parce qu'il y a trop de tension. Parfois, rien n'est explicite. Personne ne t'attaque, personne ne te chasse, mais quelque chose en toi murmure, ici, je ne peux pas respirer. Et malgré cela, tu insistes. Tu te dis que ce n'est qu'une phase. On t'a appris à supporter, à tenir bon, et tu penses qu'avec le temps, tout finira par s'arranger. Mais ce qui s'ajuste réellement, ce sont tes limites. Tu commences à trouver normal de vivre en état d'alerte, de marcher avec précaution comme si tout était fragile. Tu trouves normal d'être épuisé et de prétendre que tout va bien. Pourtant, Épictète disait, si quelque chose affaiblit ton âme, éloigne-toi. Ne négocie pas avec ce qui te déstabilise. Ne t'habitue pas au malaise émotionnel comme s'il faisait partie du prix à payer. Imagine ton esprit comme un verre d'eau claire. Chaque environnement toxique, chaque présence manipulatrice, chaque relation qui exige trop de toi y laisse tomber une goutte d'encre sombre. Au début, l'eau paraît encore limpide. Mais jour après jour, elle devient trouble sans que tu t'en rendes compte. Jusqu'au jour où tu te regardes et que tu ne te reconnais plus. C'est pourquoi l'éloignement est parfois nécessaire. Non pas comme un châtiment, mais comme une purification. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de cesser de t'intoxiquer avec ce qui ne changera pas. Tu peux rester une bonne personne sans être disponible pour tout. Tu peux rester intègre, même en te retirant de ce qui t'épuise. Voici la pratique. Identifie un cycle qui te fatigue, une conversation répétitive, une obligation imposée, un groupe dans lequel tu t'effaces. Établis une limite claire. Cela peut être une pause d'une journée, une réduction du temps passé, ou simplement le silence. Observe ce qui se passe en toi durant cet intervalle. Si tu ressens de la légèreté, c'est le signe que tu n'avais jamais vraiment besoin de ce fardeau. Car il existe des lieux où ta présence ne s'épanouit pas, elle ne fait que résister. Et résister en permanence n'est pas une vertu, c'est un abandon de soi. La maturité consiste à savoir quand rester, et quand partir. Numéro 8. Pratique l'empathie stoïcienne chaque jour. Il existe une forme de sagesse qui ne crie pas, qui se contente d'observer et d'agir autrement. C'est ce que les stoïciens appelaient voir au-delà des apparences. Imagine que chaque personne que tu croises sur ton chemin porte un sac à dos. Tu ne peux pas voir ce qu'il contient, mais elle en ressent le poids. Certains sacs sont remplis de colère, d'autres de peur, et d'autres encore d'un fardeau dont la personne n'a même pas conscience. Et toi, sans rien savoir de tout cela, tu finis par recevoir l'impact de cet excès. Peut-être s'agit-il d'un employé qui te traite avec froideur, d'un collègue qui répond sèchement, d'un membre de ta famille qui parle comme si tout était de ta faute. L'instinct te pousse à réagir, mais la sagesse t'invite à regarder une seconde fois. Cette personne est-elle vraiment en train de me parler à moi? Ou parle-t-elle au monde qui l'a déjà blessé auparavant? L'empathie stoïcienne ne consiste pas simplement à se mettre à la place de l'autre. Elle consiste à reconnaître que l'autre ne sait peut-être même pas où il en est. À comprendre que ce n'est pas personnel, c'est historique. Et surtout, à réaliser que tu peux choisir de ne pas amplifier ce cycle. Marc Aurèle agissait ainsi, même avec ses ennemis politiques. Avant de juger quelqu'un, il se demandait,
Si j'avais vécu la même vie que lui, pensé les mêmes pensées, souffert des mêmes douleurs, agirais-je différemment? Cette réflexion, répétée avec honnêteté, ne transforme pas nécessairement l'autre. Mais elle transforme la manière dont tu le vois. Et cela change tout. Lorsque tu cesses d'attendre de la cohérence de quelqu'un qui vit dans un conflit intérieur, tu cesses aussi d'être déçu. Lorsque tu comprends que cela ne parle pas de toi, tu te libères de l'attaque. Et lorsque tu refuses le rôle de victime, tu deviens le protagoniste de ta réaction. Voici une pratique stoïcienne pour les prochains jours. Choisis une personne difficile. Cela peut être quelqu'un de proche, un collègue, quelqu'un qui semble toujours sur la défensive. Au lieu de construire des histoires à son sujet, je ne lui plais pas, c'est une personne arrogante, fais l'inverse. Écris 3 raisons possibles, invisibles, qui pourraient expliquer son comportement. Non pas pour justifier, mais pour adoucir la dureté de ton jugement. Tu remarqueras quelque chose d'étonnant. Lorsque l'esprit s'ouvre à la compréhension, le corps répond avec légèreté. L'irritation diminue, le ton change, les frictions se dissipent, et le conflit qui semblait inévitable ne commence même pas. Voilà ce qu'est l'empathie stoïcienne. Reconnaître le poids sans avoir à le porter. Voir la douleur de l'autre sans en faire la tienne. Décider que ton état émotionnel ne dépend pas de ceux qui passent, mais de celui qui demeure. Toi. Numéro 9. Coupe l'excès. Vis l'essentiel. Il y a des jours où tu arrives au terme de la journée épuisé, sans même savoir pourquoi. Tu regardes en arrière et tu n'arrives pas à identifier quoi que ce soit de vraiment important que tu aies accompli. Seulement des réponses rapides, des interruptions, des tâches urgentes qui semblaient capitales sur le moment, mais qui, à présent, n'ont même plus de sens. C'est comme si ton énergie avait été kidnappée par des détails insignifiants. Et au fond, c'est exactement ce qui s'est produit. Sénèque disait que le bonheur consiste à se concentrer sur ce qui compte. Pourtant, le monde te pousse dans la direction opposée. Il te remplit de distractions, de provocations, de fausses urgences. Et si tu ne choisis pas toi-même ce qui mérite ton attention, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Tu réagis à un message impoli. Tu réponds à une critique qui ne valait même pas la peine. Tu t'énerves contre quelqu'un qui te dépasse dans la file. Tu entres dans des discussions qui ne changent rien. Et à la fin, tu es mentalement épuisé par des choses qui n'auraient pas dû durer plus de 5 secondes. Les stoïciens appelaient cela « mourir de 1000 coupures invisibles ». On ne tombe pas à cause d'un seul coup violent, mais à cause de petites pertes quotidiennes d'attention et d'énergie. La solution? Vivre avec discernement. Choisir avec soin ce qui mérite ton temps, comme on choisit ce que l'on sème dans une terre fertile. Car chaque pensée que tu nourris, chaque émotion que tu cultives, est une graine. Et tout ce que tu arroses finit par grandir. Voici l'exercice stoïcien pour aujourd'hui. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, avant de réagir, pose-toi 2 questions simples. Est-ce que cela aura de l'importance dans 5 jours? Est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? Si la réponse est non, n'insiste pas. Ne dépense pas ton énergie là où il n'y a aucun retour. N'offre pas ton attention comme si elle était infinie. Comprends ceci, l'essentiel ne crie pas. Il n'exige pas, ne dramatise pas, ne provoque pas de confusion. L'essentiel est silencieux. C'est ce qui demeure lorsque le bruit s'éteint. Seul celui qui apprend à protéger l'essentiel peut vivre avec légèreté dans un monde pesant. Car la véritable force consiste à ne pas se laisser distraire. Elle réside dans la capacité à marcher avec clarté intérieure, même lorsque tout, à l'extérieur, tente de te troubler. Numéro 10. Entraîne-toi au détachement émotionnel. Il existe une illusion subtile qui nous piège, celle de croire qu'avec suffisamment d'efforts, nous pouvons tout faire bien, sauver des relations, clarifier des malentendus, changer des comportements, convaincre quelqu'un qui ne voit pas encore, éviter des pertes. Mais derrière cette quête se cache une vérité inconfortable. Plus nous essayons de contrôler ce qui ne nous appartient pas, plus nous nous éloignons de notre propre sérénité. Le détachement émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence. C'est comprendre qu'il existe des liens qui ne tiennent que par un effort unilatéral, des attentes qui ne seront jamais comblées, des dialogues qui se répètent comme des cycles vicieux. Tu essaies, tu insistes, tu recules, tu recommences, et au fond, tu sens que tu te vides. Pas à cause de l'absence de l'autre, mais parce que tu restes dans quelque chose qui a déjà perdu son sens. Les stoïciens ne recommandaient pas l'apathie, ils recommandaient le réalisme. Sénèque disait qu'une grande partie de la souffrance humaine naît de la résistance aux faits. Lorsque tu acceptes ce qui est, lorsque tu cesses d'idéaliser le potentiel de quelqu'un qui a déjà montré ses limites, quelque chose en toi se réorganise. Tu arrêtes de lutter contre le courant et tu commences à nager vers ta propre intégrité. Ce n'est pas une rupture spectaculaire, c'est une décision silencieuse. Ne plus attendre de celui qui ne peut pas donner, ne plus exiger la présence de celui qui est déjà parti à l'intérieur de toi. Le véritable détachement n'est pas de l'indifférence, c'est du respect. Respect de toi-même, de ton temps, de la paix que tu as le devoir de protéger.
Pratiquer le détachement émotionnel, c'est refuser de jouer le rôle d'otage. C'est décider que ta stabilité ne dépendra plus de l'humeur, de l'attention ou de l'absence de quelqu'un. C'est agir toujours selon ce que tu veux, pour toi-même. Aujourd'hui, peut-être as-tu besoin de faire exactement cela. Ne pas rompre, ne pas te battre, ne pas t'expliquer, simplement lâcher prise. Lâcher le contrôle, lâcher les attentes, lâcher le cycle. Te dire mentalement, cela ne me définit pas, ce n'est pas à moi, cela ne va plus dicter le rythme de ma vie. Car au final, ta paix commence exactement au moment où tu cesses d'essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Si tu es allé jusqu'ici, commente, je choisis le calme. Et n'oublie pas, abonne-toi, laisse ton like et partage avec ceux qui en ont besoin. Merci d'avoir lu,